Le journal Propagande accueille aujourd'hui Jacques Sapir, économiste, chercheur, dans le cadre d'une conférence d'éducation populaire concernant son dernier ouvrage, Le grand retour de la planification. Voilà, donc on va commencer par laisser la parole à Jacques Sapir pour présenter ce dernier livre. On passera ensuite à une partie débat où on tentera de parler de la planification d'un point de vue un peu plus théorique, d'un point de vue marxiste. Et puis on finira par vous présenter le 3e numéro de notre journal paru en début de ce mois. Et vous parler des prochains événements qu'on organise. Voilà, donc je vais laisser tout de suite la parole à Jacques Sapir. Merci beaucoup. Donc tout d'abord, je veux remercier le journal Propagande pour m'avoir invité, pour me permettre justement, disons, de valoriser un petit peu le livre que j'ai écrit et qui a été publié fin mai, début juin de cette année. Alors, première question, c'est pourquoi aujourd'hui se reposer la question de la planification et de quelle planification va-t-on parler? En fait, comme je l'explique d'ailleurs dans le livre, c'est un petit peu le fruit du hasard, ou plutôt d'une succession de conférences scientifiques qui s'étaient tenues à la fin 2020 et au début 2021, où on m'avait demandé de préparer quelque chose sur la planification, et puis à force de creuser, etc., eh bien, je me suis dit, il y a un vrai sujet à faire. Je suis allé le proposer à un éditeur. Le premier éditeur n'en a pas voulu. C'est classique. Alors j'avais proposé à un deuxième éditeur qui, lui, en a bien voulu. Et donc, voilà, si vous voulez, techniquement, comment ce livre est arrivé. Et donc, je voudrais tout d'abord, ici, dire tous mes remerciements. D'abord pour mon éditeur, Jean-Cyril Godefroy, et puis surtout pour un collègue américain, James Galbraith, le fils d'eux, si vous voulez, puisqu'il est le fils du grand Galbraith, mais lui-même est un très grand économiste, et qui m'a dit, non, vu les exposés que tu nous as faits à l'Académie des sciences, il faut absolument que tu en fasses un livre. Alors après, évidemment, se posait un problème de définition de sujet. De quelle planification allais-je parler ? Bien sûr, la première idée, c'est de dire, on va parler de toutes les planifications. Sauf que là, je pense que dans 10 ans, j'y serai encore, compte tenu du nombre de débats. Donc, je me suis dit, il y a un sujet qui est plus mal connu que l'autre, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été écrites sur la planification de type soviétique, etc. C'est effectivement les planifications en économie capitaliste. Et là, il y a en réalité assez peu de choses qui ont été écrites dessus. J'avais moi-même beaucoup travaillé sur ce sujet au début de mes recherches. Par exemple, quand je faisais ma thèse d'État. C'est là où j'avais commencé à bien travailler la question du modèle allemand de planification tel qu'il se construit dans la guerre de 14-18. Et donc, je me suis dit, je vais plutôt me centrer sur cette planification, alors qu'au départ, j'aurais certainement appelé indicative, mais maintenant, je n'utiliserai plus du tout ce mot parce que, après les exemples que j'ai choisi d'étudier, je me rends compte que la planification dite indicative n'exclut pas une main de l'État capable de donner quelques bonnes baffes aux industriels, et que donc il y a dans l'indicatif une dimension non négligeable de coercitif. Bon, je referme la parenthèse, mais c'était important, et c'est pour ça que je n'utilise plus du tout le terme de planification indicative. Et donc, je commence à travailler là-dessus, et se pose la question de savoir quels sont les cas d'exemple que je vais utiliser. Parce que si vous voulez faire un livre intéressant, il ne faut pas que ça reste au niveau théorique. Il faut tout de suite être capable de l'appliquer à travers des exemples. Et là, je me suis dit, il y a 3 types de pays qui sont assez intéressants. Tout d'abord, le cas d'un pays qui vient juste de recouvrer son indépendance et où il y a un gros problème de sous-développement.
ça a été le cas de l'Inde. Alors, chance, mon premier maître, et je le dis dans tous les sens du terme, y compris dans le sens soviétique, Первый учитель, a été Charles Bettelheim. Et pour ceux qui l'ignorent, Charles Bettelheim a travaillé pendant 6 ans en Inde, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce qui fait que les étudiants de Charles Bettelheim, qu'il a continué à avoir à l'école des hautes études, il y avait toujours dans le lot des étudiants indiens avec qui je suis moi-même resté en contact, et j'ai tout de suite pu m'adresser à eux en leur disant, voilà, où est-ce que je peux trouver telle documentation, telle et Deuxième exemple, un pays où là, intuitivement, tout le monde dit, ah oui, l'État a eu un rôle important dans le développement économique, mais on ne sait pas très bien comment ça s'est passé, c'est le Japon. Et le cas du Japon est aussi absolument fascinant. Et puis évidemment, le troisième cas, c'était la planification à la française. Donc le modèle de planification tel qu'il s'est incarné dans le commissariat général au plan à partir de 1946. Mais je suis reparti un petit peu en arrière. Car ce que l'on a oublié, c'est que, évidemment, pendant la Première Guerre mondiale, l'économie française, comme l'économie allemande d'ailleurs, comme un petit peu moins l'économie britannique, comme l'économie des États-Unis, tout à fait à la fin de la guerre, ont été des économies planifiées. Alors la question se pose, c'est pourquoi cette espèce de savoir-faire de la planification a-t-il été perdu dans les années 20-30 ? Car on voit très bien dans les débats tels qu'ils reprennent à partir de 35-36. Alors vous savez, bon, il y a des choses qui sont bien connues, le rôle du mouvement X-Crise dans la remise au goût du jour de cette planification, les néo-socialistes, un petit courant au sein de la SFIO, le blocage du Parti communiste d'ailleurs sur le terrain. Bon. Mais tous ces mouvements intellectuels n'ont pratiquement pas de lien avec ce qui s'était passé dans la guerre de 14-18. Et donc, je dis, ben voilà, je vais aussi un petit peu étudier ça. Donc j'avais mes 3 cas d'exemple, et ça m'a amené à dire, ben voilà, il faut que je reprenne sur l'origine de cette planification en économie capitaliste, je vais étudier la planification dans les économies de guerre. Et donc là, effectivement, j'ai pas mal travaillé sur ce qui s'est passé pendant la guerre de 14-18, sur le devenir souvent tragique des gens qui ont fait cette planification. Walter Rathenau, qui est l'homme en fait dans lequel s'incarne la planification allemande, est assassiné, si vous voulez, par les terroristes du groupe Konsul. Mais en France, bon, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est pas tellement mieux. Albert Thomas, il part à l'OIT, et de fait, il abandonne tout travail sur les questions économiques. Eugène Clémentel, qui a été aussi un personnage extrêmement important, il propose un plan français pour la reconstruction du pays en 1918. Et là, les députés qui sont issus de la Chambre Bleu Horizon le rejettent complètement, et il sera tellement écœuré qu'il va rentrer dans sa province, il va se consacrer au développement de sa ville natale, mais il va complètement abandonner cette idée. Et le troisième homme qui a eu un rôle important, Louis Loucher, alors lui, il va repartir dans le privé, et il va être très 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 peu porteur des idées qu'il avait pourtant expérimentées, qu'il avait utilisées pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est un point intéressant, et on pourra discuter après. Il y a eu plus ou moins les mêmes choses qui se sont produites dans les autres pays, bon, avec une exception, alors une exception très particulière mais très intéressante, c'est le cas des États-Unis. Les États-Unis sont fascinés par la réussite de l'industrie française pendant 14-18. Comment ce pays de 40 millions d'habitants a-t-il réussi à tenir face à l'Allemagne? Et en fait, c'est l'industrie française qui équipe l'armée américaine. Car on oublie trop souvent que l'armée américaine, elle
elle va d'abord copier beaucoup de matériel français, mais ces matériels français ne seront produits qu'à partir du printemps 1918. Donc, les premières unités américaines, elles sont armées de canons français, de fusils français, d'uniformes coupés dans les industries françaises, et de fait, nombre de généraux américains vont établir des contacts assez étroits avec le ministère de la Défense français, avec une admiration très profonde pour ce qu'ont fait les Français. MacArthur, mais aussi Patton, qui commande une unité d'infanterie et qui voit les chars français venir le soutenir. C'est extrêmement intéressant. Et qui donc prend contact avec les officiers français qui dirigent la fameuse direction de l'artillerie spéciale, puisqu'à l'époque, c'est ainsi qu'on appelle les Chartoniens. Et après la paix, ces gens-là vont revenir aux États-Unis et vont dire il faut continuer à réfléchir dans cette direction, et ils vont créer le College of War Mobilization, qui est dans le US Army War College, et qui est en fait un endroit dans lequel viennent étudier des officiers supérieurs, un petit peu comme l'école de guerre, si vous voulez, comme le principe du brevet à l'école de guerre, et où on va faire venir des hommes politiques, des responsables administratifs, qui vont leur expliquer comment on fait une mobilisation d'une économie de paix en temps de guerre. Et c'est par là, en fait, par ce canal-là, c'est tout à fait, si vous voulez, improbable, mais c'est par ce canal-là que la tradition de la planification à la française va migrer aux États-Unis, et des États-Unis, ben, elle va beaucoup impressionner un Français qui est fou et perdu des Américains, c'est Jean Monnet. Mais les idées sur la planification de Jean Monnet, lui, il ne le sait pas, parce qu'il parle avec des Américains, mais en fait, ce sont celles du War Mobilization College. Et ce sont des idées profondément françaises. Bon. Donc, ceci va jouer un certain rôle dans la création du système de planification qu'on a eu en 1946, et donc voilà, je voulais étudier. Et alors, ce qui est aussi très important, j'ai voulu étudier deux choses. Pourquoi ces planifications ont-elles pris fin? Très souvent, il y a des conflits politiques très importants, en France en particulier, où l'inspection des finances n'a eu de cesse que de faire la peau au commissariat général au plan, ça c'est clair. Et puis, pourquoi aujourd'hui on se met à reparler de la planification? Alors bien sûr, il y a eu la crise Covid, mais il y a la question de la transition énergétique. Je préfère parler de ça plutôt que de planification écologique, etc. Non, c'est la transition énergétique, autrement dit, comment on passe de sources d'énergie fortement carbonées à des sources d'énergie soit non carbonées ou faiblement carbonées. Et tous les gens qui ont travaillé un peu sérieusement sur la question comprennent immédiatement que la taille des investissements, l'ampleur de l'effort d'investissement qu'il va falloir faire, et surtout, le fait qu'il va falloir se projeter sur 20 ans, sur 30 ans, bah, d'emblée, ça invalide toutes les règles du marché. Et donc, il va falloir retourner à la planification. Alors après, des hommes politiques, notre cher président d'ailleurs, on entend ça, ah, quelle bonne idée, ça y est, je vais recréer un commissariat à la planification, je le donne à un copain, mais t'en fais pas Coco, t'auras rien à faire, tu vas faire que de la prévision. Un peu idiot d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'organismes qui font de la prévision déjà en France. Il y a un organisme pour le gouvernement qui fait de la prévision, France Stratégie, mais c'est pas grave. Bon. Et par ailleurs, le commissariat au plan sous François Bayrou, il a même réussi à faire 2-3 études qui sont intéressantes. Je croyais qu'il y avait juste le bureau de François Bayrou et François Bayrou. Il a 200 personnes. Ah, quand même.
Mais oui. Même il n'y a plus de commissariat au plan. Ce qui est plus que pendant les plans. C'est plus qu'au début du plan français. Oui. Ça s'appelle commissariat général. Oui, excusez-moi. Oui, ça s'appelle commissariat général au plan. C'était juste pour dire que mes commissariats au plan à l'époque jouaient un rôle absolument décisif. Tout à fait. Là, ce qu'on a, c'est quelque chose où il y a un quart de cerveau, bon, mais il n'y a pas de main. Alors, pour faire quelque chose, c'est un peu gênant. Bon. Mais néanmoins, je pense que symboliquement, c'est quand même intéressant que Emmanuel Macron se soit senti dans l'obligation d'utiliser justement ce symbole de la planification. Après, oui, la taille de ce commissariat croupion, enfin de ce commissariat... symbolique, là, essentiellement symbolique. Voilà, de ce commissariat symbolique. Sans employés, bon, mais si vous voulez, c'est fantastique par rapport à la taille du CGP qui, lui, fonctionnait réellement. Il faut toujours rappeler que le CGP, sous Jean Monnet, et après, sous le successeur de Jean Monnet, Hirsch, c'était 20 hauts fonctionnaires délégués, une cinquantaine de hauts fonctionnaires qui venaient pour des périodes limitées faire des études, faire des rapports, faire des travaux, et une dizaine d'administrateurs. Quelques secrétaires. C'était pendant le plan Marshall ou c'est... Ah oui, ça a été de 1946 jusqu'en 1957-1958. C'est ça, juste avant De Gaulle. Juste avant De Gaulle. Ça prend une toute autre tournure avec l'arrivée de Géant. Mais c'était déjà très important. Hein, oui, c'était déjà très important. Donc, on voit qu'on peut faire... C'est pas une question de taille. On peut faire de la planification efficace avec relativement peu de gens. Donc, il faut faire attention. La planification, c'est pas, je mets le doigt dedans et puis ça va engendrer une énorme administration, etc. Non, c'est pas le Gosplan. Hein. C'est beaucoup plus quelque chose de très souple. Alors, qui bien sûr, pourquoi est-ce qu'il peut être souple? Et je vais terminer là-dessus. Il y avait quelque chose de fondamental dans le commissariat général au plan de 1946. C'est qu'il avait le droit de réquisitionner les moyens de tous les autres ministères. Autrement dit, quand il avait besoin d'une étude sur la place de l'énergie dans le développement industriel de la France, Monnet prenait son téléphone, il appelait le ministère de l'économie et des finances, et il disait, mon cher ami, disait-il au ministre, vous allez me passer le responsable de l'industrie. Il avait le responsable de l'industrie, il disait, mon cher ami, je souhaite avoir un rapport sur la place de l'énergie dans le développement de l'industrie, à partir des moyens d'investigation que vous avez, disons, dans 3 mois. Merci beaucoup. Et c'est comme ça que ça marchait. Autrement dit, cette capacité de mobiliser la totalité de l'administration autour de l'idée du plan permettait au commissariat lui-même d'être extrêmement léger. Et j'avoue que moi, j'ai travaillé au commissariat général au plan. Si vous voulez, c'était l'équivalent d'un CDD, hein, ou disons d'une délégation qui a duré 1 an, justement sur la question de la transition dans les économies socialistes. Voilà, on m'a fait venir, on m'a dit, est-ce que vous pouvez nous faire... voilà, vous connaissez quand même pas mal l'économie soviétique, est-ce que vous pouvez nous faire un rapport sur... Oui, ok, je fais le rapport, puis après, ça a duré 6 mois, puis après on me demandait, mais les problèmes régionaux, les différences entre les autres... Bon, je refais un rapport. C'était quelle année, ça? Ça, c'était 1987. Enfin, en fait, j'ai fait sur 87 et 88, et d'ailleurs, dans ce cadre, j'ai obtenu... du MAE, j'ai obtenu ce qu'on appelle un article 14, c'est-à-dire que je suis parti en URSS au titre de la coopération soviétique, franco-soviétique, la coopération scientifique franco-soviétique. Alors c'est génial, j'avais un passeport diplomatique, et j'ai travaillé dans le grand institut de recherche économique de l'Union soviétique, le TSEMI, l'Institut central d'économie mathématique, pendant 2 mois. Bon. Comme postdoc, c'était quand même pas mal. Parce que c'est là où en réalité j'ai fait mon postdoc. Bon. Et ça devait
être, je suppose, assez instructif. Ah, tout à fait. Ça a été très instructif et j'avais comme collègue de bureau un jeune gars, un peu flemmard, mais qui disparaissait vers 5h, 6h du soir parce qu'il fallait qu'il écrive l'éditorial économique de la Pravda. Yegor Gaïdar. Qui, quand il arrivait le matin, vers 10h30, 11h, il avait bu un petit peu, donc il avait un petit peu de mal à se mettre. Il me demandait, mais Jacques, est-ce que tu peux aller me demander pour moi tel ou tel livre à la bibliothèque du Tsemi, parce que les soviétiques, sauf autorisation spéciale, n'avaient pas accès à la bibliothèque internationale du Tsemi. Mais moi, comme j'étais un étranger, on me donnait tout ce que je voulais. Alors moi, je vais chercher, mais je me suis dit à un moment, mais Yegor, tu me demandes des livres de vulgarisation. Quand même l'économique de Samuelson, il y a des choses qui sont beaucoup plus précises, beaucoup plus... Ah bah tu sais, je comprends déjà pas tout, etc. Donc ça a été mon petit contact avec Yegor Gaïdar. Pour peut-être préciser, y compris pour les gens qui regardent la vidéo, quel rôle a joué Gaïdar? Oui, Yegor Gaïdar a été après le Premier ministre de Boris Yeltsin pendant plusieurs années. Et il était reconnu par la presse occidentale comme le meilleur économiste formé aux méthodes occidentales de la Russie. Grâce à vous. Peut-être grâce à moi. Bon, moi j'aurais dit, c'est un bon étudiant de licence. Mais il y a quand même des économistes de bien meilleure qualité en Union soviétique et en Russie que moi je connaissais. Et avec qui je travaillais. Donc, fin de la parenthèse. Et donc, tout cela va vous donner cet ouvrage, et ça vous explique donc un petit peu le cheminement que j'ai suivi, le plan, pourquoi le plan a été construit comme cela, et le résultat final que je laisse à votre appréciation. Très bien, très bien. On va passer peut-être au deuxième point qu'on avait prévu de voir, c'est-à-dire rentrer un peu plus dans le détail de la planification à la française. Et peut-être un premier point qui pourrait nous intéresser, un point économique, sur voilà, les différents outils de financement des investissements, et en particulier un système qui existait à l'époque et qui peut nous intéresser, qui est même peut-être surprenant à entendre aujourd'hui, c'est le circuit du trésor, dont vous parlez, mais vous ne rentrez pas dans le détail, peut-être voilà, sur l'importance d'avoir ces systèmes de financement dans la faisabilité des plans. C'est normalement ma seule intervention, alors je vous rassure. Ça, c'est un point sur lequel j'ai attiré l'attention de mes petits camarades, en leur disant que c'est un point très important. Pour la raison que vous connaissez sans doute, vous connaissez l'histoire, Bloch-Lenné, bon. Et je leur donne un exemple, je leur dis, par exemple, le circuit du Trésor, ça n'a pas attendu la Ve République et le général de Gaulle, puisque c'est la période, y compris Monnet, cette pourriture de Jean Monnet, je sais que vous ne partagez pas mon avis, post 51 certainement. Et le plan Marshall, c'est sous le plan Marshall, c'est-à-dire le plan américain, qu'un certain nombre de ces hauts fonctionnaires dont vous avez parlé, qui venaient pas spécialement de Sciences Po à l'époque, qui étaient plutôt les grands corps, comme on dit, et qui avaient imaginé, et je termine là, juste pour situer le contexte, et vous allez expliquer tout ça évidemment bien mieux que moi, qui avaient dû imaginer le financement à partir du moment où justement le plan Marshall était terminé, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus l'argent américain qui arrivait. Et donc ça posait toutes sortes de problèmes que vous allez sans doute évoquer, y compris monétaires, mais je précise tout de suite une chose qui est difficile à imaginer pour les générations actuelles, c'est que c'était déjà vrai avant, hein, mais pendant la Ve République, et jusque d'ailleurs à la fin de la Mitterrandie, enfin au début de la deuxième période de la Mitterrandie, il y a un point clé à bien comprendre, c'est que l'ensemble de l'appareil bancaire et financier français est sous le contrôle de l'État. Assurance et banque comprises. Et ça va permettre de comprendre ce que vous allez nous expliquer. Voilà. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Alors d'abord, je vais expliquer institutionnellement de quoi on parle. Vous avez
et les décisions sont prises en fait dès fin 1944, hein, dès l'installation du gouvernement provisoire. Bon. Une nationalisation de toutes les grandes sociétés financières, donc les banques de dépôt. Alors, point important, c'est là où on importe des États-Unis la fameuse séparation entre banque des dépôts et banque d'affaires. Bon. Donc, les banques de dépôt sont séparées et elles sont nationalisées. Même chose pour les sociétés d'assurance. La Banque de France passe durablement et totalement dans la main de la direction du Trésor, enfin, du ministère des Finances, et donc de la direction du Trésor, hein, il faut dire comme ça. Et on imagine le système suivant. L'épargne des Français ira soit dans les banques de dépôt, soit à la caisse d'épargne, qui, au travers de la caisse des dépôts et consignations, mettra cet argent à la disposition d'investissements à relativement bas taux d'intérêt. Première méthode de fonctionnement du circuit du Trésor. Deuxième méthode. Le système bancaire et assurantiel va faire des prêts. Alors, on sait que les banques de dépôt n'avaient pas le droit de faire des prêts dits risqués, donc ne pouvaient prêter qu'à un certain nombre d'organismes publics. Et cet argent prêté aux organismes publics, c'est les titres, seront réescomptables, autrement dit pourront être rachetés ou pris en pension par la Banque de France. Techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des institutions comme le Crédit Immobilier, comme la Caisse d'investissement générale, qui finance l'électrification du réseau ferroviaire, la construction des grands barrages, etc., émettent des titres. Ces titres sont achetés, alors comme s'il s'agit de titres semi-publics, ils sont considérés comme sans risque. Ils sont achetés par les grandes banques et par les sociétés d'assurance, qui ont toujours la possibilité de les revendre à la Banque centrale. Ce qui garantit, je dirais, un flot d'argent à faible taux d'intérêt, en tous les cas à taux d'intérêt réel quasi négatif. C'est-à-dire que oui, le taux d'intérêt devait être autour de 3%, mais comme à l'époque il y avait une inflation de l'ordre de 5%, il faut rappeler qu'il y avait une inflation non négligeable. Bon. Qui va devenir en plus après plus importante, mais à l'époque est déjà... Ah, tout à fait. Alors il y a un grand pic d'inflation en 45-46 et début 47, bon, mais de manière stable, si vous dans les années 50, dans les début des années 60, on tourne entre 3,5 et 5% d'inflation par an. Ce qui n'est pas dramatique. Hein. Bon, d'ailleurs, il y a une indexation des salaires. Bon. Dans les années 80, je raconte aux gens qu'on vivait très bien avec 10 à 12% d'inflation, beaucoup mieux qu'aujourd'hui, oui. Y compris les entreprises d'ailleurs. Et donc, cela fournit de l'argent à taux d'intérêt nominaux faibles et à taux d'intérêt réel négatif pour l'ensemble de l'industrie. Et puis, 2 ans après, hein, c'est en 52 ou 53, on a étendu ce système à l'agriculture. Vous aviez 2 offices qui étaient chargés de stabiliser les prix agricoles. L'Office national interprofessionnel des céréales, ex-office du blé qui avait été créé par Léon Blum en 1936, c'est devenu l'office de l'ensemble des céréales, et l'Office national interprofessionnel du bœuf, l'ONIBEV. Même chose, les titres émis par l'ONIBEV étaient dits réescomptables automatiquement par la Banque de France. Donc, on avait de l'argent pour financer... Qui elle-même produisait la monnaie. Voilà, c'est un jeu d'écriture. Il faut préciser ça. Mais si vous voulez, une banque centrale, comme on est dans un système de fiat-monnaie depuis 1914, pratiquement, il n'y a plus... Enfin, il y a eu des moments où il y a eu des tentatives de revenir à l'étalon or, mais elles ont rapidement capoté. On est dans un système où la monnaie n'existe qu'en raison d'une convention d'autorité de la part de l'État. Et dans ce système de fiat-monnaie, évidemment,
la création monétaire se fait sur un simple jeu d'écriture. Autrement dit, on me vend des obligations, des titres, donc, et en contrepartie, je fournis de la monnaie banque centrale. Qu'est-ce que ça veut dire que je fournis de la monnaie banque centrale? Je crédite le compte, parce que toutes les banques ont un compte à la Banque de France, par définition, je crédite le compte de la Banque de France du montant des titres que j'ai pris. Alors après, il y avait des systèmes un petit peu plus compliqués, c'est-à-dire que certains de ces titres étaient dits pris en pension, c'est-à-dire que la Banque de France ne décidait de les garder, alors que soit 3 ans ou 5 ans, ou soit ça pouvait durer plus, mais elle se gardait la possibilité d'aller les revendre aux banques. Ce qui était une manière d'ailleurs d'assécher la liquidité des banques s'il en était besoin. Mais un certain nombre des titres étaient tout simplement rachetés par la Banque de France, puis voilà. Bon. Et tout cela a fourni à l'économie française des moyens de financement qui ont permis en fait de reconstruire la France et de la moderniser à travers cette idée. Voilà, on va être obligé de faire des investissements lourds, des investissements dont largement le délai de recoupement peut s'étaler sur 15 ans, 20 ans, 25 ans. EDF calculait que les barrages ne seraient rentabilisés qu'au bout de 20 ans. Donc c'est ce qui a permis de faire des barrages. C'est ce qui a permis, à travers le crédit immobilier, de faire le développement du logement social, car c'est une époque où, alors bien sûr, il le fallait, hein, et puis il y avait eu cette grave crise du logement, dont l'exemple c'est le fameux hiver 54. L'abbé Pierre. L'abbé Pierre. Mais c'est une réalité aussi, hein, si vous voulez. La France n'avait pas reconstruit ses villes. Bon. Et par ailleurs, il y avait un tel exode rural qu'il fallait développer. C'est là où on a commencé à construire, et on construisait à l'époque 500 000 logements par an. Aujourd'hui, le gouvernement s'arrache les cheveux pour qu'on en construise 150 000. Alors, on va expliquer qu'on est 3 fois plus pauvre qu'on était en 1952-54. On marche sur la tête. Mais c'est parce qu'on a mis fin au système du Trésor, en réalité. Et tout cela, c'est ce qui a permis la reconstruction de la France. Alors, bien sûr, On a mis fin depuis. Depuis. On pourra peut-être en reparler, oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, enfin ça a commencé, vous pourrez peut-être l'évoquer sous Giscard. Juste une petite précision sous votre contrôle. Le point qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'était un élément clé du plan à la française, que ce soit d'ailleurs avant la Ve République ou pendant la Ve République, qui garantissait, y compris du fait que le problème d'endettement ne se posait plus, du moins tel qu'il se pose aujourd'hui vis-à-vis des marchés, et notamment des marchés étrangers. Il ne se posait pas non plus vis-à-vis du secteur bancaire, financier, assurantiel, puisque c'était l'État également qui était propriétaire, qui avait le pouvoir là-dessus. Donc, mais tout ça, ça a permis de financer sans problème l'ensemble du développement, l'ensemble des infrastructures, des forces productives, car c'était du crédit à l'investissement. Tout à fait, c'est l'ensemble des infrastructures. Ça va permettre, alors aussi, de financer des investissements industriels. Hein. Vous avez les fameuses missions de productivité qui sont faites aux États-Unis, d'où les grandes sociétés industrielles, par exemple Renault, alors société d'État, mais Peugeot aussi, qui est pourtant une société privée, obtiennent des facilités pour aller acheter les machines transfert qui ont permis, par exemple, alors, un exemple très connu, de passer la production journalière de la 4 chevaux de 400 unités à 1000 unités par jour. Et c'est là où, grosso modo, la 4 chevaux est devenue un petit peu le symbole de la reconstruction de la France. Ça a été la première voie d'accès des Français à l'automobile. Peugeot a suivi avec la 203. Bon, Citroën, c'était un petit peu plus compliqué. La 2 chevaux. Ça a quand même donné la 2 chevaux. La 2 chevaux, alors. Idée géniale. Un des commissaires au plan que j'ai bien connu
m'a dit, alors lui il était jeune haut fonctionnaire, ils font venir le directeur de la General Motors pour qu'il voit comment les Français étaient en train de moderniser leur industrie automobile. Bon. Et on présente au gars la 2 chevaux. Il regarde. Et il se met à taper sur un réverbère en disant « Mais qu'est-ce qu'on est con, pourquoi on n'a pas eu cette idée-là » Bon. Maintenant, le problème de la 2 chevaux, c'est que Citroën demandait 2 ans et demi pour livrer une 2 chevaux neuve. Il y a la liste d'attente, quelque chose de très soviétique, hein. Mais la liste d'attente, c'était 2. Et donc, il y avait un régime de priorité. Et chose amusante, les priorités, c'était 1. Les vétérinaires de campagne, ultra prioritaires. 2. Les curés et les bonnes sœurs. Bon, après, la production est finalement montée en puissance, mais en réalité, la grande voiture qui a symbolisé ce basculement de l'économie française, c'est pas la 2 chevaux, c'est la 4 chevaux. C'est la 4 chevaux. Bon, mais tout ceci n'a été possible qu'à travers ce système qui a effectivement fourni de l'argent frais et à bon marché aux besoins d'investissement public et aux besoins d'investissement privé. Et dans le cadre national. Et dans un cadre national. Alors, justement, comme c'était organisé par l'État, le grand intérêt, c'est que le plan pouvait orienter ces investissements. Et c'est ce que faisaient les commissions du plan, où se réunissaient alors des représentants d'industrie, les syndicats, car les syndicats ont toujours été présents dans les commissions du plan, des représentants des consommateurs, c'est là où se constituent les premières organisations de consommateurs, avec l'aide de l'État, et à la demande de l'État en réalité, bon, et des hauts fonctionnaires. Et là, on discute, alors bon, discussion plus ou moins vive, plus ou moins tendue, mais on discute et on arrive à se mettre plus ou moins d'accord sur le développement. L'électrification du réseau ferroviaire français a été l'un des grands succès de la planification. Autre succès extrêmement important, le développement de sources d'énergie nationales. Et comme on était avant le nucléaire, on utilisera la même méthode d'ailleurs pour le fameux plan Mesmer en 1973. Mais bien avant, c'est le développement des barrages. Et dans le développement des barrages, pourquoi la France a eu pendant tout un temps un tel poids de la production hydraulique d'énergie? Parce qu'il y avait cette volonté d'avoir quelque chose de national et en fait à bas coût. Parce que le prix du pétrole, il peut varier à la hausse, à la baisse. Après, bon, oui, bien sûr, il y a des investissements. Et faire un barrage, ça demande de l'argent. Hein, c'est un gros investissement. Mais après, ok, l'eau, elle est là et ça ne pose plus, de problème. Donc, tout ceci a été possible grâce au système du Trésor. Et le système du Trésor a commencé à être dans le collimateur de l'inspection des finances, déjà eux. C'est pas le même corps. Voilà, c'est pas le même corps. Un corps de contrôle, la haute fonction publique, dans toute la période qu'on a évoquée, et y compris dans les débuts de la Ve République, c'était les mines, Polytechnique, c'était ces corps-là qui fournissaient les hauts commis de l'État, comme on les appelait. Ça a bien changé depuis, c'est Sciences Po. Alors ça, vous avez vu le résultat que ça donne. Ouais. Et ils avaient commencé, en 1967, ils avaient protesté contre la politique monétaire de l'État. Un certain nombre de... Alors pourtant, c'était des hauts fonctionnaires publics, mais qui venaient de l'inspection du Trésor, et qui s'étaient permis de faire des déclarations à Londres, où il y avait une grande réunion de l'ensemble des banquiers européens. Le général de Gaulle l'apprend au déjeuner. Il appelle Pompidou à 14h et il lui dit « c'est pas possible. Vous me virez ces gens-là. » Et les dirigeants en question ont reçu de l'ambassade de France à Londres un appel « Venez, vous êtes appelé par votre ministère de tutelle.
ils arrivent à l'heure du thé où on leur dit, ben voilà, vous n'êtes plus dirigeant de banque. Messieurs, vous êtes virés. Bon, on était en plein totalitarisme, oui. Il faut se rendre compte de ça. Après, ils reviennent à la charge. Donc, quand Giscard d'Estaing devient le ministre des Finances de Georges Pompidou, et ils reviennent à la charge via Giscard d'Estaing, et qui a, lui, cette idée très perverse, mais intelligente, hein, consiste à dire, oui, mais en fait, si on veut développer un marché financier, il ne faut pas que la Banque de France puisse autant rescompter les titres. Alors, il ne disait pas, il ne faut plus qu'elle rescompte des titres, mais il ne faut pas qu'elle puisse le faire autant. Et il y a des gens qui disent, ah oui, effectivement, c'est pas idiot, parce qu'un grand marché, ça permettrait de lisser les à-coups de liquidité, ça permettrait aux banques de ne pas avoir uniquement comme fournisseur de liquidité la Banque de France, mais de pouvoir s'approvisionner sur le marché. Et c'est la loi de 1973. On va peut-être conclure là-dessus pour laisser les autres questions, mais rappelons que ça se passe au moment de la fin, justement, du système monétaire international, de Bretton Woods, etc. Et c'est là, on va réouvrir le marché. Voilà. Et c'est là où ils introduisent ce premier coin, et progressivement, de 1973 à 1986, où là, il y a eu ce qu'on appelle le Big Bang à la française et la grande libération des marchés financiers, eh bien, chaque fois, on va rogner un peu plus les attributions de la Banque de France, on va poser la nécessité de privatiser les grandes banques, de privatiser les sociétés d'assurance. Et donc, il y a bien une espèce de marche, alors bon, qui va prendre 13 ans quand même, hein, mais qui est assez régulière et qui va aboutir au démantèlement total du système du Trésor en 1986. Voilà, c'était un petit peu long. Peut-être un autre élément sur la politique monétaire qui est la gestion des taux de change, en fait, puisque dans les plans étaient aussi, on prévoyait aussi des objectifs en termes d'exportation, et on sait que ces aspects-là comptent quand même beaucoup. Alors comment s'est passé les dévaluations, on avait aussi un moment où vous disiez que le franc était surévalué pendant un moment. Comment c'était géré et quelle importance vis-à-vis des objectifs fixés dans... Alors, il y a plusieurs époques. De 1945 à 1948, chacun fait ce qu'il veut, d'une certaine manière, dans les pays. À l'époque, il y a une très forte inflation, et rapidement, on voit qu'il n'y a pas d'autre solution que de dévaluer le franc. Alors, c'est essentiellement par rapport au dollar qu'il est dévalué. Mais il faut savoir qu'il y a, à cette époque-là, du fait du processus de reconstruction, une forme de pénurie de dollars dans l'ensemble des pays européens. Bon. Et donc, on a des dévaluations qui sont plus ou moins erratiques, mais qui sont nécessaires. Après, les Américains, pour une fois, proposent une bonne idée aux Européens. C'est en fait le système européen des paiements, ou l'ERP. Ça consiste à dire, voilà, le dollar est rare, il ne faut pas le gaspiller. Ce qu'on va faire, c'est que vous avez du commerce intra-européen. Donc ce commerce, on va le compenser en fin d'année par des jeux d'écriture. Et chaque pays n'aura à payer en devise que ce qui n'aura pas été compensé. En devise, c'est-à-dire en dollars. En dollars. C'est important de rappeler ça. Parce que c'était la seule devise. Le dollar, ça devient une matière première essentielle pour les échanges. Tout à fait. Et inversement, si vous avez un excédent de balance, eh bien on vous donnera des devises. Alors ça, ce système, il impliquait une forme de stabilité des taux de change. Les Français et les Italiens vont voir les Américains, et oui, très bien, le système, ça va nous être très utile, mais il peut y avoir de telles différences de productivité ou des gains différentiels de productivité tellement importants d'un pays à l'autre
qu'il faut qu'on réajuste tous les ans le taux de change. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que dans le système de l'Union européenne de paiement, de l'UEP, tous les ans, on se mettait d'accord pour dire, ben voilà, il va falloir réévaluer le Deutsche Mark, il va falloir dévaluer de 4 à 5% le franc. Mais tout ça pour que, en réalité, c'est ça l'idée économique, que le taux de change nominal puisse correspondre au taux de change réel. Le taux de change réel, c'est le taux de change tel qu'il est indexé sur la productivité. Par exemple, dans un pays, vous avez une inflation qui augmente de 5% dans l'année. Mais par exemple, la productivité globale augmente de 10%. En réalité, votre taux de change réel a baissé de 5%. Donc c'était ce genre de calcul que l'on faisait. Ça fonctionne très bien jusqu'au début des négociations européennes. Et là, on suspend le mécanisme de compensation. Pas de compensation, on suspend le mécanisme qui gère les taux de change. Et à partir de 55-56, le franc commence à s'apprécier par rapport aux autres monnaies. Et surtout par rapport au dollar. Il faut peut-être rappeler que dans cette période-là, le problème, c'est de se fournir la matière première essentielle au commerce qui est le dollar. Et pourquoi? Parce que le dollar est convertible en or, tout à fait. supposément. Et donc, il est lié, y compris à la masse d'or disponible. Et alors, le grand problème, c'est que sans dollars, la France ne peut pas acheter de matières premières. Toute la France et tout le monde. Tout le monde. Enfin. Bon. Et l'autre problème, c'est que, évidemment, ce que veulent tous les pays, c'est d'exporter aux États-Unis. Car les États-Unis sont, à la fois avec de taille de population et de richesse, parce que le pays a été épargné par la guerre, c'est le plus grand marché du monde. Et puis c'est le moyen d'obtenir des dollars. Et par ailleurs, c'est aussi le moyen d'obtenir. Bon. Donc, on arrive dans une situation qui est un petit peu tendue en 1958. Et là, la première chose que fait le général de Gaulle, quand il revient comme Premier ministre, comme président du Conseil, parce que, attention, en 58, il n'est pas élu président de la République, c'est en 59. En 58, la première chose qu'il fait, c'est qu'il décide une dévaluation de 20% du franc. Et l'économie française réagit magnifiquement à cette dévaluation. On voit que c'était vraiment ça, l'un des problèmes, enfin l'un des freins au développement de l'économie française. Et l'économie française va connaître une espèce d'âge d'or au sein d'un âge d'or. En réalité, on parle souvent des 30 glorieuses, et c'est très vrai. Mais au sein de cette période des 30 glorieuses, il y a cette période de l'âge d'or dans l'âge d'or. Grosso modo, c'est 1959, 1972. C'est ces 13 ans. Où non seulement la croissance là, accélère, et on a même des taux de croissance qui sont supérieurs à l'Allemagne, les gains de productivité annuels deviennent les plus forts d'Europe, très supérieurs aux États-Unis, et même quasiment à équivalent avec le Japon. Et c'est là où l'économie française, en réalité, se développe de manière extrêmement importante. Bon. Il y a eu une autre dévaluation qui a été très bien réussie, c'est la dévaluation faite par Couve de Murville en 69. Bon, on peut comprendre pourquoi, mai 68, les accords de Grenelle, bien, et il fallait d'évaluer le franc pour le remettre d'une certaine manière à parité. Là encore, dévaluation forte, environ 10%, ça marche très bien. Après, justement parce qu'on est toujours dans cette logique, enfin dans cette idée, c'est pas une logique, c'est une idée, comme quoi oui, mais quand on dévalue l'économie française. N'importe quoi, si vous voulez, c'est un grand n'importe quoi. Bon. Précisons que ça, c'est surtout le raisonnement qu'on a acculturé à partir du moment, à cette époque-là, le marché bancaire, financier n'existe pas.
c'est lui qui va évidemment perdre beaucoup à chaque fois qu'il y a une évaluation. C'est une évaluation des actifs qu'ils ont. À l'époque, évidemment, ça ne veut rien dire que de dire ça. Mais même déjà en 69, hein, lors de la dévaluation de 69, il y a des gens qui disaient « Ah, mais c'est terrible, le gouvernement, il a dévalué la France de 10%. » Quand on voit les taux de croissance des 4 années qui suivent, bon, et donc, cette idée-là va prendre de plus en plus de poids au sein du personnel politique, et par ailleurs, c'est vrai que le taux de change va devenir de plus en plus l'otage des marchés financiers et de la question du taux d'intérêt. Et donc, les dévaluations qui vont avoir lieu par la suite, en particulier celles qui sont faites sous Mitterrand, ont 2 caractéristiques. La première, c'est qu'elles sont trop tardives, et la deuxième, c'est qu'elles sont trop faibles. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais si vous voulez, il y a une différence dans l'ajustement des agents économiques entre une dévaluation à 5% et une dévaluation à 15%. Grosso modo, à 5%, ça modifie assez peu les comportements économiques. À 15%, la marche est tellement importante que les agents sont obligés de modifier leur comportement économique. Et c'est pour ça qu'on a accumulé des petites dévaluations qui n'ont eu en réalité aucun effet. Après, il y a aussi d'autres phénomènes comme la question de l'ouverture. L'ouverture d'abord au niveau européen, puis au niveau mondial, avec les négociations du GATT, qui ont largement contribué à déstabiliser à la fois le mécanisme du plan, mais aussi cette question des dévaluations. Merci. On va peut-être vous poser une autre question, alors sortons des aspects monétaires. Pour parler du premier plan, en fait, du plan monnaie, alors vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, pour vous, alors après la remarque de Dominique qui avait deux monnaies, en fait, deux genres monnaies, voilà. Peut-être qu'on peut en parler là maintenant, et justement sur voilà, donc l'influence de monnaie, son lien avec les États-Unis, qui est assez connu, et peut-être qu'on peut aussi parler du rôle du plan Marshall, dans le début du premier plan. Alors, d'abord, précisons les dates. Le commissariat général au plan est créé, c'est une décision du général de Gaulle, prise 11 jours avant son départ du pouvoir. Donc, premier départ du pouvoir, elle est prise donc en janvier 1946. Et le premier plan sera présenté en février 1947. Donc c'est ça, c'est une... Ce premier plan n'arrive pas dans un désert intellectuel complet. Il y a eu différentes poussées vers cette notion de planification. Alors la première, qu'on va retrouver dans la Résistance, ce sont les idées de Pierre Mendès France et de Georges Boris. Pierre Mendès France est un radical socialiste à l'époque. Il faut toujours le rappeler. Ah oui, c'est un socialiste. Non, un radical socialiste à l'époque. Par contre, Georges Boris est un socialiste. Quand Pierre Mendès France rentre dans l'éphémère gouvernement Blum de 1938, il présente un projet de plan qui fait partie du paquet que va présenter Léon Blum. Bon, vous savez que Léon Blum obtient la majorité à la Chambre, se fait renverser au Sénat. Néanmoins, Mendès France et Boris continuent de travailler sur cette question-là. Après, il y a la guerre. Boris passe pratiquement au bout d'un mois à Londres. Il est un des premiers à partir à Londres, où il rejoint le général de Gaulle. Mendès France est plus compliqué. En plus, il est arrêté par la police de Vichy. Procès de Riom. Le procès... il pulvérise l'acte d'accusation. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? On le maintient en prison. Il s'évade. Il rejoint Londres. Là, le général de Gaulle lui dit « Ah, Mendès, vous avez mis du temps à venir me voir, on va pouvoir travailler ensemble. » « Non, mon général, je veux me battre. »
Vous êtes aussi con qu'un militaire, vous pensez qu'à vous faire trouer la peau? Non, mon général, je veux me battre. Bon. Et donc, Mendès fait un tour d'opération comme navigateur sur bombardier à 20 Boston, assez dangereux. Et la légende, en tout cas ça m'a été confirmé par la fille de Mendès France, veut que De Gaulle lui envoie 2 policiers militaires qui l'attendent quand son avion revient de sa dernière mission. Il sort avec son équipement militaire, le met dans une jeep et l'emmène voir le général de Gaulle. Bon. Donc, il y a cette tradition, et cette tradition, bon, Boris y avait beaucoup veillé, elle était bien vivante au sein de la France libre, et le général de Gaulle, lui, était convaincu de la nécessité de planifier. Si vous voulez. Et là, son grand passage, si vous voulez, au commissariat général auprès du Premier ministre, qui fait fin des années 20, début des années 30, ça avait fini par le convaincre complètement. Bon, donc ça, c'est une preuve. Deuxième origine du plan français, Vichy. Et les fonctionnaires de Vichy disent... il faut qu'on fasse un plan, parce que si on veut à la fois moderniser le pays, être capable de payer les indemnités que nous imposent les Allemands, etc., on ne pourra pas le faire si on ne contrôle pas largement l'économie. Donc, un plan est créé à Vichy, il ne sera jamais mis en œuvre, mais des études seront faites, études qui serviront d'ailleurs dans le premier plan français. Et la relation entre ces 2 origines est assez intéressante. Quand Mendès, qui est nommé commissaire à l'économie dans le gouvernement provisoire en 1944, la première chose qu'il va dire au général de Gaulle, il va falloir que l'on reprenne quasiment la totalité du personnel de la direction générale aux investissements. Ça va nous permettre d'avoir une base sur laquelle on pourra mettre sur pied le plan. C'est intéressant parce que personne ne conteste si vous voulez, la dimension de résistance de Mendès, mais c'est lui qui, le premier, va dire attention, il ne faut pas toucher à cette administration en France, parce qu'elle va nous servir dès qu'on sera revenu au pouvoir. Et il le dit à De Gaulle en janvier 1944. Pas d'épuration. Voilà. Là... Et alors est Monet. Voilà. Alors, Monet, il est très proche des milieux américains, et il est en particulier un ami personnel de celui qui s'occupe du War Planning Board, du comité à la planification militaire, avec lequel il discute couramment. Bon. Alors il va lui dire pique-pendre du général, oui, un futur dictateur, il n'est pas démocratique, bon, etc., etc., comme si Monet était lui-même très démocrate. Mais okay, passons. Mais néanmoins, il intègre tout ce qui se fait aux États-Unis à l'époque. Et donc, on a ces 3 courants. Alors là, la logique aurait voulu qu'il y ait une fusion harmonieuse entre ces 3 courants, mais l'histoire, elle ne suit jamais la logique. Il va se passer un événement assez important. En 1945, il y a un conflit entre Pierre Mendès France et René Pleven, l'un et l'autre ministre du général, sur la nécessité de faire une réforme monétaire, autrement dit, d'assécher les profits de guerre, ce qu'on appelait les lessiveuses de billets. Juste une petite précision aussi pour les plus jeunes générations, on est encore dans un gouvernement dit d'union nationale. Oui, et un gouvernement provisoire. Oui, provisoire et d'union nationale. Pleven, avec le soutien de Léon Blum, dit non, c'est trop demandé d'efforts aux Français, les Français n'accepteront pas ça. Mendès France dit mais si on ne fait pas ces efforts maintenant, on sera amené à en faire beaucoup plus dans le futur, il y aura une très forte poussée d'inflation, bon, etc. Ça arrive devant le général de Gaulle, et de Gaulle, après avoir beaucoup hésité, se range à l'avis de Pleven et de Blum. Et là, Mendès France, qui, excusez-moi, avait un caractère de cochon. Bon,
C'est aussi ce qui fait un homme politique, c'est le fait d'avoir du caractère. Oui, c'est pas possible, vous revenez à des compromissions dignes de la Troisième République, etc. Je pars. De Gaulle fera tout son possible pour le retenir, mais il part. Donc, partant de fait avec Mendès France, part son directeur de cabinet, qui est Georges Boris, qui était en fait présélectionné pour être le futur commissaire général au plan. Ça devient impossible. Et donc là, le problème pour De Gaulle, c'est qui? Et il se souvient que Monet, il a des liens avec les Américains. Bon. Et quoi que De Gaulle puisse penser... C'est quand même les Américains qui envoient les thunes. Voilà. Et quoi que De Gaulle puisse penser de Monet, il le fait venir dans son bureau et il lui dit « Est-ce que vous acceptez le poste de commissaire général au plan ?» Monet dit oui. Et il s'engage d'ailleurs à reprendre non seulement les idées de Mendès France, mais à reprendre aussi Georges Boris, qui sera son collaborateur. Et c'est comme cela que va se réaliser cette espèce d'amalgame entre les idées d'avant-guerre qui avaient continué au travers de la France libre et de la résistance, l'héritage vichiste, qui n'est pas négligeable, et l'influence américaine. Dernier point, dont il faut vraiment avoir conscience, le général de Gaulle, dans l'une de ses dernières conversations avec Jean Monnet, en tant que président du gouvernement provisoire, avant sa démission, dit « Je veux que le commissariat général au plan soit rattaché au président ou au futur Premier ministre dans la nouvelle constitution qui verra le jour bientôt, j'espère, mais certainement pas au ministère des Finances. » Et là, Monet a l'intelligence de dire « Oui, vous avez tout à fait raison. » De Gaulle part, et Monet, alors, son remplaçant c'est Félix Gouin, on n'a pas tellement gardé un souvenir impérissable, bien, et la première chose que Monet écrit à Gouin, c'est « Oui, Monsieur le Président, voilà ce dont m'avait assuré le général. Est-ce que cela tient encore avec vous ?» Et Gouin, qui ne connaissait rien à la question, dit « Le général avait pris cette décision, je la maintiens entièrement. » Ce qui donne à Monet la possibilité d'affirmer immédiatement le pouvoir du CGP. Et après, il va demander à Gouin, « Oui, mais il faudrait mettre les administrations à mon service. » Qu'à cela ne tienne, cher ami, deuxième lettre de Gouin, elle est dans les archives de Jean Monnet, elle dit le commissaire général au plan aura tous les moyens des administrations et toutes les administrations devront rendre compte au commissariat général au plan, etc. Ce qui n'est plus exactement le cas avec notre actuel. Oui, avec Bayrou. Et fort de ces deux lettres, eh bien, Monet va constituer les fameux comités du commissariat au plan. Alors au début, les gens sont oui, est-ce que... Et puis très rapidement, ils se rendent compte, il a le pouvoir de mobiliser les administrations. Donc, le ministère des Finances veut absolument avoir la vice-présidence. Non, vous serez un membre comme les autres, et je prends Georges Boris comme vice-président. Et donc là, le ministère des Finances... Bon. Le ministère de la Défense qui vient supplier Jean Monnet. J'ai trouvé dans les archives une lettre du maréchal Juin qui date d'août 1946. Monsieur Jean Monnet, chers collègues, auriez-vous l'extrême obligeance d'accepter qu'un représentant du ministère de la Défense puisse aussi siéger au sein des comités du commissariat? Et Monnet, qui à l'époque et plutôt sur la ligne, oui, il faut reconstruire l'industrie pour la défense de la France, dit oui, envoyez-moi un général, et donc voilà. Et c'est comme cela que Monet, d'une certaine manière, a créé une légitimité et une autorité extrêmement importante. Quand le général de Gaulle dit « Ah oui, l'ardente obligation du plan », c'est une formule. C'est une très belle formule, mais c'est une formule.
la réalité, c'était quand même un pouvoir dit et non dit de mobilisation des énergies des administrations non négligeable dans la main de Jean Monnet. Alors, rapidement maintenant, sur le personnage même de Jean Monnet, j'avoue que j'en pensais pique-pendre avant de mettre mon nez dans les archives. Et que les archives Jean Monnet décrivent un personnage qui n'est pas celui, qui n'est pas le Jean Monnet des années 50. C'est un personnage qui, bien sûr, a des contacts très étroits avec... n'est pas le Jean Monnet européen. Voilà. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais quand même, c'est un Jean Monnet qui est quasi souverainiste à l'époque. Et qui est, mais qui est dans l'idée, on va exploiter l'Allemagne, on va exploiter l'Autriche, monsieur le commissaire à la zone d'occupation française en Allemagne, vous allez me fournir telle quantité de tel matériau, telle quantité de tel matériau, etc. Bon, c'est comme ça qu'il voit la relation. Bon. Et en fait, c'est plutôt à partir de 50, quand il deviendra le président de la CECA, qui va virer sa cutie européenne. Premier organisme européen. Tout à fait. C'est le premier. Donc, voilà. La préhistoire de l'Union européenne. Tout à fait. Et donc, le point important, c'est que la construction du commissariat général au plan, l'essentiel se joue dans les 6 premiers mois. Et ça, c'est un point très important, si vous voulez. Vous voyez très bien que quand il y a une nouvelle institution, il faut immédiatement qu'elle prenne ses marques et que son directeur affirme ses muscles suffisamment. Et là, de fait, Jean Monnet a pu, à la fois parce qu'il avait le premier soutien de De Gaulle, et parce qu'il a pu se targuer du soutien de De Gaulle pour obtenir de Félix Gouin, qui n'était pas une personnalité d'un caractère tellement important, mais il a pu obtenir que Félix Gouin dise amen à tout ce qu'il disait. Et donc ça lui a permis de constituer le commissariat général au plan, vraiment comme non seulement le cerveau, mais l'état-major effectif de la réindustrialisation française. Oui, il faut bien se souvenir que là nous sommes encore dans la période, y compris des prémices de l'Union européenne de Monnet. En France, nous sommes donc dans le contexte que vient de rappeler Jacques Sapir, encore une fois où la planification, pour en revenir au thème du livre et de la discussion, est une planification qui se substitue dans une large mesure au marché. Oui. Pour différentes raisons. La principale, c'est qu'il n'y a déjà pas de marché des capitaux à proprement parler, puisque c'est l'État lui-même qui maîtrise la situation financière de tout le circuit financier. La deuxième, c'est que les industriels français, l'agriculture, etc., est à ce stade complètement dépendant justement y compris du circuit des trésors et des investissements qui vont venir de l'État. Il ne s'agit pas du tout, à ce moment-là, d'une planification dans la nature de ce qu'on va produire. C'est simplement ce dont on a besoin. Là, c'est pour faire allusion à l'ineptie de la soi-disant planification écologique qui prétend changer la nature de ce qu'on va produire et dire aux gens ce qu'ils vont consommer. Non, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit pas du tout d'anticiper ou d'orienter le marché avant qu'il existe, mais ça te demande de satisfaire des besoins à partir, pour l'essentiel, comme on l'a dit, du corps social français et de son épargne pour ce qui concerne la partie financière. Oui, alors on va essayer de encore profiter de vos connaissances pour, alors en tant que journal marxiste évidemment, on va essayer d'orienter ça vers quelque chose d'un peu plus, on va essayer de comparer en fait la planification dont vous parlez, celle sur le modèle soviétique qui est pas l'objet de votre bouquin. Alors ce qu'on peut noter, c'est que la planification indicative dont vous parlez, qui est, voilà, comme vient de l'indiquer Dominique, c'est une détermination, disons, en amont des ressources qui vont être allouées. Elle n'implique pas de socialisation des moyens de production. On a, pour le coup, un autre exemple qui est l'URSS, où des transformations des rapports sociaux qui étaient en cours, et en même temps où on parlait aussi de planification. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ces deux modèles, et pour parler justement de celui dont vous ne parlez pas, c'est-à-dire le modèle soviétique. Soviétique, période
des débuts de l'Union Oui, soviétique, Lénine, puis la période voilà. stalinienne. Alors, il y a une grande différence entre les idées de planification, disons jusqu'à 25-26, et après 26-27. Ça, d'abord, il faut le savoir. Fondamentalement, la planification au départ, en Union soviétique, elle est conçue en fait sur le même modèle que le CGP. Bien sûr, les termes sont des différents, mais cette idée, c'est que ce n'est pas parce que l'État va être le propriétaire et le propriétaire des grandes entreprises, car à l'époque, il y a toujours un secteur privé non négligeable. Hein. Oui. Bon, c'est la Oui, NEP. bien sûr, oui. C'est pas parce qu'il va donner des ordres sur la totalité du spectre des décisions à prendre à ces entreprises. En fait, l'État, c'est ce qu'on appelle, alors ça porte un nom bizarre, en russe ça s'appelle le régime des économies. L'État impose à toutes ces grandes entreprises le fait de couvrir leurs coûts de production par les prix. Donc vous débrouillez, mais vous devez au moins arriver à l'équilibre financier. Mais il s'engage à financer des investissements. Autrement dit, c'est un petit peu comme s'il disait aux entreprises, bon, vous les entreprises État, débrouillez-vous pour ne pas faire de pertes. Mais en ce qui concerne les investissements et la modernisation, là, on va venir avec soit des subventions, soit des prêts à taux extrêmement bas, bon, etc. Après 1927-1928, c'est là, d'une certaine manière, où je pense que les choses, même elles se gâtent théoriquement, hein, c'est le fait que là, le nombre de micro-décisions qui doivent être prises par l'organe de planification augmente de manière exponentielle. Et on commence à dire, bon, telle entreprise, elle devra faire ceci, elle devra produire ceci, elle devra produire ceci en telle qualité, parce que tu dois produire ceci. Oui, d'accord. La première chose que fait le directeur, c'est qu'il diminue la qualité du produit. Alors non, on va introduire aussi des clauses de qualité à respecter, etc. etc. Bon. Et surtout, on fixe la totalité des prix. En France, du temps du CGP, il y avait grosso modo le prix, disons, même pas une centaine de productions. Il y avait un contrôle des prix aussi. Il y avait un contrôle des prix, mais qui a duré jusqu'aux années 80. Mais ce contrôle des prix était finalement assez léger. Ou plus exactement, il était stratégique. C'est-à-dire qu'il y avait des produits sur lesquels, là, il ne fallait pas discuter, c'était l'État qui fixait. Bon, pour le reste, on laissait faire. Et là, c'est un contrôle des prix généralisé. Autrement dit, le Gosplan veut avoir les moyens de contrôler tous les prix relatifs, c'est-à-dire le prix d'un produit en un autre produit. Ça aboutit à cette, si vous voulez, c'est une aberration, mais les codes de fixation des prix, moi j'ai bien connu en URSS, ça s'appelait les prezzi couranti. Ça faisait à peu près tout un rayon de cette bibliothèque, jusqu'à la porte. D'accord? Et malgré tout, on s'est rendu compte qu'il y avait environ entre un quart et un tiers des produits industriels qui réussissaient à s'évader de ces normes. Bon. Et ça aboutit à paralyser le processus de planification. Le processus de planification est obligé de tellement descendre dans les détails qu'il n'a plus de vue d'ensemble. Alors, évidemment, face à ça, le bureau politique, et Staline et les quelques personnes dans lesquelles il avait un peu confiance, Molotov, Orjonikidze pendant tout un temps, bon, à un certain moment, reprennent brutalement les rênes et disent tel secteur ou telle production va avoir une priorité. Bon. Mais globalement, le système du plan, il devient complètement dominant au niveau institutionnel et il disparaît dans la pratique.
Parce que s'il faut calculer tous les prix relatifs sur des productions, par ailleurs, autant on pouvait imaginer qu'on le ferait avec un appareil industriel qui était à ses tout débuts, en 26-27, donc avec finalement assez peu de produits, bon, mais avec une industrie développée comme dans les années 50 et dans les années 60, ça devient absolument gigantesque. Et de fait, il n'y a plus de planification. Et c'est vraiment... Alors moi c'est une des choses qui m'avait le plus frappé quand j'avais fait ma thèse sur l'Union soviétique, c'était la dissolution fonctionnelle de la planification à travers son espèce de montée aux extrêmes au niveau institutionnel. Et on voit bien à ce moment-là quelle est la différence avec le mode de planification français. La planification française, elle, s'inspire intellectuellement beaucoup plus des idées de planification telles qu'elles pouvaient être débattues en URSS en 1923-1924. Avec d'ailleurs la contribution des responsables allemands de la planification, enfin de la planification de l'économie de guerre allemande. Von Moellendorff, il sera en URSS de décembre 1918 jusqu'à janvier 1922. Donc il va exercer une influence assez considérable sur le processus. Et donc, c'est là où on voit il y a deux choses qui partent dans des directions complètement différentes, même si certains instruments, par exemple, oui, on va contrôler en France un certain nombre de prix. Prix de l'électricité, par exemple. Oui, c'est une grande actualité. Bien sûr. Mais même la baguette de pain, on va le dire. Alors, la baguette de pain, c'est une chose intéressante. C'est un libéral qui a introduit c'est Raymond Barre. Cela dit, ça existait déjà sous la royauté, sous l'Ancien Régime. Oui, tout à fait. Et il s'en est beaucoup voulu. Il me l'a dit, ça c'est une des erreurs que j'ai faites en tant que Premier ministre. De rétablir, de penser pouvoir lutter contre l'inflation à travers un instrument réglementaire. Mais par contre, le charbon, qui était la source d'énergie principale, parce que faut jamais oublier, en 1945, l'économie française marche au charbon. À partir de 1960, elle marchera au pétrole. Mais la période 45-60, c'est la période de transition entre une énergie comme le charbon et une énergie comme le pétrole. Bon, le prix du charbon... D'où, entre parenthèses, je parle pour les jeunes, futurs militants ou déjà militants, singulièrement communistes, d'où les grandes grèves de 48, la guerre du charbon... La bataille de la production, la bataille de la production... On va voir l'apparition des premières compagnies républicaines de sécurité, équipées par les Américains, et qui vont être les premiers à mitrailler les grévistes. Oui. Donc le charbon... le charbon, c'est vraiment le cœur de l'économie. Donc, évidemment, son prix ne peut pas être laissé libre. L'acier, le minerai de fer, il y a comme ça. Bon, en fait, il y a toute une série de produits qui sont stratégiquement importants parce que leur impact sur la formation de tous les autres prix est décisif. Et ça, là, oui, ça va être fixé. Après, il y a un autre domaine où les prix sont fixés, c'est dans l'agriculture, parce que ce que l'on craint là, c'est la surproduction. Et alors, comment on fixe les prix? Eh bien, tout simplement, c'est que l'État rachète quand le prix de marché tombe en dessous d'un certain niveau. Ce qui est un système qui a pas mal fonctionné pour le blé. Bon, après, on a parlé, oui, les excédents. La popularité du père de Pisani. Ah oui, Pisani. De Pisani-Ferry, oui. Du père de Pisani-Ferry et son père qui était quand même un personnage autrement plus... apprécié de la population française. Ça devait être le ministre le plus populaire de la Ve République. Tout à fait. Typique d'ailleurs de ce courant des chrétiens de gauche gaullistes, dont certains d'ailleurs ont évolué après vers le Parti socialiste. Oui, bien sûr, c'est ce qu'avait fait Edgar Pisani. Même chose par exemple pour la viande de bœuf, pour le lait. Et c'est en rapport direct, une très courte incise, rappeler que c'est l'époque où on va créer le Crédit Agricole qui va devenir la plus grosse banque, malgré tout, mutualiste, qui plus est, qui va permettre le financement de l'agriculture française par elle-même, Tout à fait. Parenthèse. Avec, il ne faut jamais oublier qu'il y avait deux crédits agricoles.
Il y avait les caisses départementales et il y avait la caisse centrale du Crédit Agricole. Mais l'intérêt, c'est que la caisse centrale du Crédit Agricole pouvait émettre des obligations qui étaient réescomptables par la Banque de France. Et donc il obtenait de l'argent, et avec cet argent frais, il pouvait financer des projets de développement dans chacune des caisses départementales du Crédit Agricole. Donc il y a un système, si vous voulez, qui a, bien sûr, bon, il y a eu des contrôles, mais finalement assez légers, et ce système a permis le développement. Une autre dimension dont je n'ai pas encore parlé, j'en parle un petit peu dans le livre, mais là, si j'avais vraiment voulu la détailler à fond, il m'aurait fallu un deuxième volume. C'est la planification régionale, l'aménagement du territoire. Un dernier commentaire, très bref, à propos de la planification dans le domaine agricole. Ça permet de comprendre aux gens à quel point il s'agit, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on va appeler aujourd'hui de cet oxymore planification écologique. Non. Ça n'a absolument rien à voir. Et pourtant, voilà. Disons, il y a une grande obsession dans les 3 premiers plans, augmenter la productivité de l'agriculture. Pourquoi ? L'agriculture, je ne parle même pas des gens qui vivent en zone rurale, mais l'agriculture au sens strict du terme, c'est 35% de la population en 1946. Or, la France, du fait de la très faible natalité de l'entre-deux-guerres, et bien sûr, on sait qu'il y a le baby-boom qui commence, mais on en verra évidemment les résultats que 18 ans après. Hein. Bon. Elle est confrontée à un problème de manque de main-d'œuvre. Et donc, la seule manière, d'une certaine manière, de résoudre ce manque de main-d'œuvre, c'est essentiellement d'effectuer un transfert de l'agriculture vers l'industrie. Mais pour ça, il faut que la productivité... L'agriculteur nourrisse beaucoup plus de voilà, monde. Et augmente de manière fantastique. Et c'est pour ça qu'il va y avoir le plan d'équipement de l'agriculture, la généralisation des tracteurs. Et alors, toute une série de choses qui, maintenant, quand on les regarde, on dit, on a fait quand même du dégât. Oui, c'est vrai. L'agriculture mécanisée et industrialisée n'a pas que des avantages. Mais ça a incontestablement permis de nourrir la population française et après à la France d'exporter des produits agricoles de manière importante. Le remembrement. Alors, ça va faire encore aujourd'hui le premier pays agricole de l'Europe. On n'est plus le premier. On n'est plus le premier maintenant. C'est les Allemands. C'est les Allemands. Ouais. Le remembrement. Même chose. Le remembrement est une nécessité économique, mais personne n'avait dans l'idée les dégâts écologiques qui seraient faits. C'est-à-dire le fait que, avec la suppression des haies, l'eau n'est plus ralentie, elle ruisselle beaucoup plus vite, et ça va causer des problèmes. Bon, donc, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent oui. Mais ça, c'est le foncier. Oui. Attention. Oui, c'est pas la production. Non. Après, pour la production, c'est l'usage parfois inconsidéré des pesticides. Bon. Okay. Comme dans tout développement, il y a aussi une partie négative. Et d'une certaine manière, à l'époque, personne n'était capable de penser la dimension contradictoire. Oui, il fallait développer l'agriculture, ça, pour moi, il n'y a aucun doute. Oui, il fallait, d'une certaine manière, moderniser et industrialiser en partie l'agriculture. Mais ça portait aussi en germe des éléments négatifs que nous voyons se développer depuis une vingtaine d'années. Bon. Maintenant, très rapidement sur l'aménagement du territoire. Le problème est posé, avec un brin de provocation, dans le fameux livre « Paris et le désert français ». Bon, si vous le lisez aujourd'hui, vous rigolez parce que vous dites « Ouais, ils ont quand même poussé le bouchon assez loin. C'est un livre où il y a 80% de mauvaise foi, mais il y a 20% de choses vraies quand même. » Parce que oui, malgré tout, n'était pas pensé la relation entre l'économie et la totalité du territoire national. Ça, c'est vrai. Et cette idée d'aménagement du territoire, bon, elle va avoir plusieurs formes, mais elle va progressivement
venir s'incarner dans une seconde administration de planification, qui est la DATAR, qui au début avait été créée en 1956 pour promouvoir le développement du Sahara, puisque c'était la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action saharienne, la DATAS. Et puis, à partir de 1960, on dit, bon, okay, le Sahara, on n'en parle plus. Mais par contre, oui, il y a toujours un problème d'aménagement du territoire et ça devient la DATAR. Et la DATAR, qui va être très effective les années 60, les années 70 et les années 80, et qui va mourir des mêmes mots hein, dont est mort le CGP à partir de 2000, eh bien, elle a eu un rôle extrêmement important dans la planification des villes nouvelles, dans des schémas directeurs de transport, bon, etc. Tout ceci, si vous voulez, montre bien que oui, bien sûr, rétrospectivement, on peut dire qu'on a fait les choses trop brutalement, parfois de manière inconsidérée sur un certain nombre de domaines, bon, mais que globalement, c'est grâce à ces deux outils de planification qu'on a modernisé la France. Et ça, il faut quand même le dire et le redire aujourd'hui, d'autant plus que va se reposer, et ça j'en suis absolument convaincu, un problème de modernisation et de transformation de l'économie, à peu de choses près aussi important. Donc c'est le moment peut-être de vous laisser le mot de la fin, peut-être sur les perspectives politiques concrètes que vous avez déterminées vis-à-vis de la planification. Si vous voulez, moi je suis assez fasciné par le fait que aujourd'hui, la France, pour des raisons évidemment très différentes, est confrontée aux mêmes problèmes auxquels elle a été confrontée après la guerre. Alors pour des raisons très différentes, une désindustrialisation qui est allée très loin, des problèmes d'aménagement du territoire qui deviennent aujourd'hui absolument dramatiques, bon, etc. Et le problème de la transition énergétique, qui n'est pas la diminution de l'énergie, mais qui est le basculement de formes d'énergie très carbonées à des formes d'énergie beaucoup moins carbonées. Il vaut mieux parler... Là, on commence à utiliser ce terme de décarbonation de l'industrie, plutôt que de parler de transition écologique, ce qui effectivement veut dire n'importe quoi. Et je suis là aussi absolument convaincu que sans des instruments de planification, on n'arrivera pas à surmonter le paradoxe temporel qui fait que les agents n'arrivent pas à se projeter au-delà de quelques cycles économiques. Donc, grosso modo, même pour une entreprise, c'est difficile de concevoir son horizon temporel au-delà de 6-7 ans. Financièrement, c'est encore plus vrai. Et il faut en réalité engager des investissements sur 25 ou 30 ans. Et donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, je suis persuadé que nous serons amenés à redévelopper des instruments de planification importants. Bon, aujourd'hui, le personnel politique... Aujourd'hui, on a Bérou, oui, mais il va peut-être falloir un peu étoffer le truc. Un petit peu. Bon, sur le fond de ma pensée, le personnel politique se sert du mot, mais n'a absolument pas compris les principes qu'il y a derrière. Mais je suis persuadé qu'il y a une demande dans la société française qui est telle qu'on sera amené à un moment ou à un autre à rentrer dans le vif du sujet. Après, comme toujours, pour l'ensemble des luttes sociales, ça peut tourner dans le bon sens comme ça peut tourner dans le mauvais sens. Ça, ce n'est pas à un technicien de dire ce qui va se passer. Il peut simplement dire, il faudrait faire ceci, ceci, cela. Mais après, qu'est-ce que feront les compromis sociopolitiques, les alliances de force? Ça, on ne peut pas le dire. Et le problème, c'est que les principes de planification peuvent être aussi bien
un développement de la démocratie, ce que ça a été, en fait, dans les années 50 et le début des années 60, où la décision de planification, elle était le produit d'un véritable débat, thème par thème, branche par branche, etc., ou au contraire, on peut malheureusement aller vers l'idée, oui, quelques techniciens se mettent dans un bureau et ils décident de tout, et on peut avoir un modèle social qui devient extraordinairement autoritaire et qui va imposer, de ce point de vue-là, une forme de planification autoritaire dont je suis persuadé qu'elle échouera par ailleurs. Et ça pour d'autres raisons. Voilà. Ok, eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on... Il y a peut-être des questions Alors, peut-être avant, avant les questions, on va profiter pour vous présenter le 3e numéro de Propagande, très brièvement, et je vais laisser Léo s'en charger. Alors, donc on a passé à peu près tout l'été, depuis le mois de juin, à réaliser ce numéro de Propagande, le numéro 3. Donc, je vais faire un tour d'horizon rapide de la table des matières. Alors, la nouveauté de ce numéro, c'est qu'on a une rubrique formation dès le début, où dans ce numéro-là, on fait un petit résumé de socialisme utopique et socialisme scientifique de Engels, mais surtout, on essaye d'expliquer en quoi c'est utile aujourd'hui de lire ce livre. Incidemment, la conférence et le débat de ce soir sur la planification s'inscrivent totalement évidemment dans la priorité d'éducation populaire et de formation. Voilà, l'objectif du journal, c'est d'abord de faire de l'instruction populaire. On vulgarise des concepts du marxisme. Par exemple, dans ce numéro, on a un très bon article sur l'impérialisme, du livre éponyme de Lénine. Sauf que dans cet article, ce qu'on va faire, c'est essayer de dire... question de la planification, oui, dont on parlait tout à l'heure, une question fondamentale qu'évoque Lénine, puisque l'impérialisme, le capitalisme monopoliste, je reprends les termes mêmes que vous retrouverez dans la bonne littérature, c'est une première planification, mais au profit des capitalistes et sur la base du marché. Voilà, Mais donc, dans cet article, le petit apport, parce que bon, sinon on pourrait juste vous dire, allez lire le bouquin de Lénine, mais ce qu'on a fait ce que l'auteur de cet article a fait dans ce numéro, c'est de faire un tour d'horizon économétrique de quels sont les principaux pays impérialistes aujourd'hui. Et le critère sur lequel on s'est basé, c'est la mesure de l'exportation des capitaux, pour reprendre les termes de Lénine. Donc on a une carte avec des graphiques qui mesurent tout ça. L'article ne parle pas que de ça. Non, mais c'est quand même... il part de l'actualité, oui, c'est-à-dire l'idée que, par exemple, la guerre en Ukraine, c'est tout simplement l'opposition entre deux impérialismes. L'article commence, est-ce qu'effectivement, est-ce que la Russie est un pays impérialiste? Est-ce que c'est l'impérialisme russe qui explique ce qui est en train de se passer en Ukraine, qui se passe depuis maintenant une dizaine d'années? Vous vous doutez bien que la réponse sera négative. Ensuite, on a un article de Bruno Drevski sur l'histoire de l'Ukraine. Et donc la question qui est posée, c'est en quoi et est-ce que l'Ukraine est une nation? Donc, qu'est-ce qu'être ukrainien, si vous préférez? Est-ce que ça a du sens ou pas? L'Ukrainité. L'Ukrainité, exactement. On a 2 articles de critique idéologique. Donc on présente une idéologie non marxiste. Donc on a une idéologie française, le personnalisme. Typiquement française. Typiquement, ça peut même expliquer la totalité de l'idéologie française actuelle aujourd'hui. Le positivisme, qui est un peu l'ancêtre du personnalisme. Le personnalisme, pour l'essentiel, ce sont des positivistes, oui. Oui, mais le positivisme, c'est spécifiquement français, franco-français. Première partie de l'article sur le positivisme, que c'est un très vaste sujet. On l'a découpé en deux épisodes. La deuxième partie sortira dans le numéro 4. Un article de Pierre Wolinski qui s'appelle Révolutionnaire en perdition. Donc on fait un petit tour d'horizon des différentes forces de gauche en perdition aujourd'hui. On explique comment et pourquoi c'est... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Donc on a essayé de les regrouper dans des catégories.
J'ai écrit un article sur la forme, moi j'ai appelé ça Chronique des maîtres ignorants en référence à Jacques Rancière qui a donné aujourd'hui la formation des professeurs, puisque je suis professeur depuis peu longtemps, donc j'ai subi les formations des professeurs. Et en tant qu'agent infiltré du KGB, je relate mon expérience. Et vous allez voir, bon, ça fait un article un petit peu plus léger, un peu plus humoristique, mais aussi j'essaye de donner quelques... aussi. Un peu pamphlétaire, oui. Je le cache pas, mais j'essaye aussi de réfléchir à apporter des solutions à ces problèmes, et notamment, donc, je vous annonce, alors, comme j'ai plus les dates, je vais utiliser l'anti-sèche. Les dates, ce sera donc du 2 au 6 novembre. On va faire une école d'automne de mathématiques. Ça s'appellera Maths Champignon, donc c'est mathématiques tout public. Le seul prérequis, c'est de savoir compter sur les doigts. On va vraiment partir de zéro, mais on va faire des vraies et des belles mathématiques qui n'ont rien à voir avec ce qui est servi malheureusement aujourd'hui au collège et au lycée. Donc c'est pour tous les adultes qui ont été fâchés avec les mathématiques. Le goût des mathématiques. Voilà, donc on va essayer de vous montrer qu'avec un peu de bon sens et un peu d'aide de professeurs expérimentés. Donc je ferai ça avec un ami qui habite à Turin en ce moment, mais qui viendra pour l'occasion, qui est très fort en mathématiques aussi. Et donc on va parler on va commencer une première leçon sur les nombres. Qu'est-ce qu'un nombre? Comment on construit un nombre? Une deuxième leçon sur la géométrie, une troisième leçon qui continuera un petit peu en mélangeant les deux, et une quatrième leçon sur la logique mathématique en tant que telle. Qu'est-ce que c'est qu'une démonstration? Qu'est-ce que c'est qu'un théorème? Comment toutes ces choses-là s'articulent? En quoi nous suivons là encore l'actualité, puisque, comme vous l'a expliqué le chef de l'État et son appareil gouvernemental, ils sont aperçus qu'il y avait quand même un sérieux problème aujourd'hui dans l'enseignement des mathématiques, au point d'ailleurs qu'ils ont extrêmement de difficultés à même trouver des maîtres non ignorants en la matière. Donc on va essayer d'y remédier à ça avec nos modestes moyens. On fait aussi régulièrement des ateliers de lecture ou de vulgarisation, ou des ateliers d'écriture de tracts par exemple. Donc vous avez nos contacts si vous voulez participer ou même à participer à la rédaction ou à la diffusion. Et ainsi qu'aux ateliers. Voilà pour la présentation. Donc n'hésitez pas à venir discuter après. Voilà, il y avait peut-être une absente un peu dans la discussion, c'était l'Union européenne. Bon, peut-être là je viens vous chercher sur un terrain où voilà, vous exprimez souvent, mais si retour à la planification il y a, est-ce que vous voyez ça dans le cadre de l'Union européenne, ou est-ce que d'après vous ça doit passer par une rupture? Est-ce qu'on doit d'abord cocher quelques prérequis avant de pouvoir se lancer dans une planification à l'échelle nationale? Bon, j'explique un peu dans le dernier chapitre les raisons pour lesquelles je ne crois pas du tout à une planification européenne. Ne serait-ce que parce que il n'y a de planification qu'à partir de la définition d'intérêts nationaux et de priorités nationales. Que par contre, les planifications de plusieurs pays européens puissent être coordonnées par une forme d'un bureau d'information et de coordination, ça, c'est toujours en théorie possible. Mais la décision de planification est une décision qui est purement nationale. Donc ça, non. De toute façon, l'actualité, et pas seulement l'actualité, nous a montré qu'à chaque fois qu'il s'agissait de produire de quoi que ce soit de positif de manière coordonnée, on a bien vu ce que donnait l'Union européenne. Oui. Pas d'autres questions? Là, on va quand même vous laisser peut-être la conclusion, Jacques, et les petits camarades. Est-ce que tu as... je crois que je vous ai laissé le mot de la fin, mais si vous avez encore un deuxième mot de la fin, vous pouvez y aller, puisqu'on a conclu sur... Alors, éventuellement, moi, c'est une dernière... alors, c'est un piège, je ne vais pas vous demander de répondre vraiment, parce que ça justifierait de très longs développements. C'est la question qui était évoquée dans les petites notes qu'on vous a d'ailleurs fait parvenir, qui est tirée de Lénine et d'Engels, c'est-à-dire l'idée que la planification, c'est la clé de la socialisation
de l'économie au sens socialiste d'une économie justement socialiste. Et est-ce que quel rapport de manière extrêmement sommaire on peut faire avec la manière dont les choses se présentent aujourd'hui? On a beaucoup parlé de la manière dont elles se sont présentées dans différents pays. Et là, le piège va se refermer, mais pour me permettre de cibler un peu mieux la question, c'est dans le contexte actuel auquel ils sont confrontés, justement, de défaut total de planification, d'anticipation, notamment dans les matières où la Ve République avait abouti à nous mettre dans une situation, du coup, beaucoup moins difficile que, par exemple, les Allemands, et alors que les dernières décennies, marquées par les inepties écologistes, entre autres, ont consisté, par exemple, à fermer Fessenheim, ou toutes sortes de choses comme quoi, ça, au moment où ils s'en aperçoivent eux-mêmes, puisque Jadot, lui-même, dans une intervention assez comique, est allé dire, mais qui demande aujourd'hui la fermeture d'une... Alors qu'on peut lui dire, bah toi, il n'y a pas si longtemps. Donc, voilà, dans cette perspective-là, c'est-à-dire quid de la socialisation de l'économie, je veux dire d'une position de gauche par rapport... Alors, je sais bien que ça mériterait un long développement, mais est-ce que vous pouvez donner déjà un sentiment rudimentaire là-dessus? Alors, je pense que les deux processus sont des processus distincts, mais associés. C'est-à-dire que pour moi, la socialisation d'une économie, c'est avant tout le contrôle par les travailleurs de l'outil de production, le contrôle direct de l'outil de production. Et ça, c'est distinct de la planification, qui est d'emblée quelque chose de plus centralisé, qui implique une forme d'appareil d'État. On peut dire plus démocratique, d'accord, mais il faudra d'une certaine manière un appareil d'État, car on voit bien que ce n'est pas à travers... Bon, admettons, on a une entreprise dont les travailleurs ont réellement acquis, alors pas seulement en termes matériels, mais ont acquis aussi en termes intellectuels, la capacité de la diriger, etc. Puis on a une autre entreprise où il s'est passé la même chose. Là, vous nous décrivez les soviets, entre parenthèses. Voilà. Est-ce que nécessairement ces deux entreprises vont proposer des choses convergentes? Et est-ce que même cette convergence, admettons même qu'elle existe, est-ce que c'est une convergence au niveau de l'ensemble de l'économie? Donc on voit bien qu'il faudrait, dans l'absolu, enfin en théorie, il faudrait combiner ce processus de détermination d'intérêts généraux, évidemment démocratique, avec une impulsion très forte de la part de la base, mais qui serait redéfinie au niveau national, au niveau central, et qui redescendent après vers la base, avec un processus d'appropriation réelle des moyens de production. Pour moi, ça serait le socialisme. Le problème, c'est que cette appropriation réelle, elle n'a malheureusement jamais existé. Je ne dis pas qu'elle n'existera jamais. Je ne tomberai pas dans ce piège-là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que moi je fais l'analyse qu'elle n'a jamais existé qu'elle ne peut pas exister en théorie. Mais ce que je dis, c'est que, par exemple, en Russie, elle n'a jamais existé. Alors, ça, c'est aussi une forme de réponse complémentaire ou d'invitation à compléter ultime. Je vous promets votre réponse au jeune homme tout à l'heure. La question européenne, c'est une discussion qu'on a eue tout à l'heure en préparant la rencontre. Il a existé une Europe soviétique. Ça s'appelait l'Union soviétique. C'était une fédération de pays, de nations, déterminée, entre autres choses, par une même manière de socialiser l'économie. C'était un des éléments principaux. Ça s'appelait l'Union soviétique. Pourquoi ne pas imaginer une Europe soviétique pour compléter la réponse que vous avez faite au jeune homme? De l'Atlantique à l'Oural, on peut dire même là jusqu'à Vladivostok aujourd'hui. En théorie, rien ne s'y oppose. Je dis bien en théorie. Maintenant, on voit déjà l'ensemble des problèmes quand il va s'agir de dégager des priorités nationales de manière démocratique, de faire en sorte que ce ne soit pas quelques gugus dans un coin qui disent « Ah oui, moi j'ai une idée, je vais l'appliquer ». Ça, on sait que ça ne marche pas. Bon. Ça, c'est les conférences citoyennes là, que vous décrivez. Oui, les conférences. Oui. Bon. Et vous savez, c'est un gros problème. Michel Aglietta, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié et j'ai une vraie admiration, parce que ça a été un très grand économiste. Il a fait un papier sur la nécessaire planification
de la transition énergétique, et il retombe, et ça, là malheureusement, c'est le polytechnicien qui parle, sur l'idée, voilà, on va trouver quelques experts qui vont définir des priorités. Ça vous étonne? Ça ne m'étonne pas, mais enfin, non, disons, ce qui m'étonne, c'est que, ayant vu ce qu'il a vu, parce qu'il a travaillé avec moi pendant plus de 10 ans sur la transition en Urseyan, donc vu des Russes ex-soviétiques qui l'ont expliqué, bon, qui refasse cette erreur, je pensais qu'il aurait été vacciné. Bon, bien. Et donc, déjà réussir ça au niveau national, ça sera salement complexe. Mais en plus le réussir entre plusieurs nations dont les traditions culturelles et les cultures politiques sont très différentes, dont les histoires sont différentes, dont le degré d'homogénéité, même par rapport à la France, est différent. Je vous signale que l'Italie, un pays que j'adore, bon, mais si vous grattez un petit peu, c'est un pays où le sud de l'Italie continue de vivre le nord comme une puissance coloniale. Non, il y a vraiment... Bon. Donc, oui, en théorie, c'est possible. Ça prendra énormément de temps. Et ce n'est pas un projet à l'échelle humaine. À l'échelle d'une génération. Voilà, à l'échelle d'une génération. À l'échelle d'une génération. Donc, ce qui implique, évidemment, toujours d'avoir des projets à l'échelle de plusieurs générations, parce que ça, c'est nécessaire, absolument, mais d'avoir aussi des projets au niveau de notre génération. Et après, de savoir combiner les deux. Et bon, bah, personne n'a dit que c'était une tâche facile, et si c'était une tâche facile, elle aurait déjà été faite. Voilà. Parfait. Merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, comme promis... Lorsqu'on analyse la doctrine marxiste de l'État, on ne peut passer sous silence la critique du projet de programme d'Erfurt, adressé par Engels à Kautsky le 29 juin 1891, et qui ne fut publiée que 10 ans plus tard dans la Neue Zeit, car elle est consacrée surtout à la critique des conceptions opportunistes de la social-démocratie dans les problèmes relatifs à l'organisation de l'État. Remarquons en passant que sur les questions économiques, Engels fournit également une indication des plus précieuses, qui montre avec quelle attention et quelle profondeur de pensée il a suivi les transformations du capitalisme moderne, et comment il a su pressentir ainsi, dans une certaine mesure, les problèmes de notre époque impérialiste. Voici cette indication. Au sujet des mots « absence de plan », employés dans le projet de programme pour caractériser le capitalisme, Engels écrit « Si nous passons des sociétés par action aux trusts qui se soumettent et monopolisent des branches entières de l'industrie, alors ce n'est pas seulement la fin de la production privée, mais encore la cessation de l'absence de plan. Nous avons là ce qu'il y a de plus essentiel dans l'appréciation théorique du capitalisme moderne, c'est-à-dire l'impérialisme, à savoir que le capitalisme se transforme en capitalisme monopoliste. Ceci est à souligner car l'erreur la plus répandue est l'affirmation réformiste bourgeoise prétendant que le capitalisme monopoliste, ou le capitalisme monopoliste d'État, n'est déjà plus du capitalisme, qu'il peut dès lors être qualifié de socialisme d'État, etc. Naturellement, les trusts n'ont jamais donné, ne donnent pas jusqu'à présent, ni ne peuvent donner une planification intégrale. Ils introduisent pourtant une planification. Les magnats du capital escomptent par avance le volume de la production à l'échelle nationale ou même internationale et règlent cette production d'après un plan. Mais nous restons cependant en régime capitaliste, dans une nouvelle phase, certes, mais indéniablement en régime capitaliste. Le fait que ce capitalisme est proche du socialisme doit constituer, pour des représentants véritables du prolétariat, un argument en faveur de la proximité, de la facilité, de la possibilité, de l'urgence de la révolution socialiste, et non point un argument pour tolérer la négation de cette révolution et les tentatives de farder le capitalisme à quoi s'emploient tous les réformistes.